Ni fête, ni bougie pour François Hollande dans un contexte de crise aiguë. L'heure n'est plus aux réjouissances. Tout juste un an après la victoire, un bilan d'étape s'impose. Public Sénat vous propose une édition spéciale pour sonder l'action du pouvoir durant ces 12 mois d'exercice, prendre le pouls de notre pays et tenter aussi de nous projeter dans l'avenir. Invité politique de cette émission, c'est un proche du chef de l'État qui monte au front pour défendre ce bilan tant critiqué. Jean-Pierre Bel, président du Sénat, avec nous également les éditorialistes François Dorcival, Christine Claire, Laurent Geoffrin, le sondeur Jérôme Sainte-Marie, notre chroniqueur Jean-Louis Gombault, l'essayiste Alain-Gérard Slama et l'historien Jean Garrigue. Et pour un regard décalé, les humoristes Bruno Gassio et Gérald Dahan nous rejoindront en fin d'émission, sans oublier bien sûr notre dessinateur Hervé Baudry qui sera à mes côtés pour croquer l'an 1 du quinquennat de François Hollande. Voilà pour le programme de votre édition spéciale. Merci d'être en notre compagnie. Le gouvernement met en avant les réformes déjà engagées et mises en œuvre depuis la victoire du 6 mai 2012. De son côté, l'opposition dénonce un échec sur tous les tableaux. Alors, quels engagements ont vraiment été respectés et quels sont ceux qui sont passés à la trappe en cette première année du quinquennat? Le point, c'est avec Marie Brémaud. Déjà 43 des 60 engagements de la campagne ont été pris ou lancés. Mais un an après l'accession de François Hollande à la présidence, c'est un sujet qui semble avoir occupé majoritairement l'espace médiatique et politique, le mariage pour tous. Des millions de manifestants pro- et anti-mariage dans la rue, des heures de débat dans les hémicycles, des dérapages, une garde des Sceaux qui monte au créneau. Après 136 heures et 46 minutes de débat, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Après des mois de polémique, promesses tenues, mais à quel prix? Chef des armées, François Hollande gagne ses galons de chef d'État. Il respecte son engagement. Les troupes françaises quittent l'Afghanistan. Mais c'est un nouveau front qui s'ouvre au Mali. Le président part défendre la liberté. Les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. Si François Hollande est accueilli au Mali comme un héros, c'est un tout autre climat qui domine la relation franco-allemande. Entre la chancelière et le président, ce sont deux visions en matière économique qui s'affrontent. L'Allemagne veut plus d'austérité, François Hollande tempère. Faire des économies, oui. Affaiblir l'économie, non. En France, François Hollande est affaibli par des chiffres records du chômage. Pour y faire face, le président dévoile alors sa boîte à outils. Emploi d'avenir, contrat génération, accord flexi-sécurité pour réformer le marché du travail ou encore un crédit d'impôt compétitivité emploi pour faire baisser le coût du travail. Les mesures sont nombreuses, mais en pleine crise, il est trop tôt pour en voir les résultats. En matière fiscale, l'exécutif a essuyé un revers avec la tranche d'imposition à 75%. Elle n'aura finalement pas vu le jour, retoquée par le Conseil constitutionnel. Le gouvernement obligé de revoir sa copie. Autre nuage à l'horizon pour François Hollande à l'issue de cette première année de mandat. Florange, symbole de l'impuissance du pouvoir face aux grands groupes. Échec cuisant pour le président qui avait promis de sauver les hauts fourneaux. Une loi sur la reprise des sites rentables devrait voir le jour, mais pour les salariés de Florange, il est trop tard. Il y a un an, ils accueillaient le candidat Hollande et ses promesses. Aujourd'hui, ils enterrent les hauts fourneaux. Et on accueille sur notre plateau d'abord notre dessinateur Hervé Baudry. Bonsoir Hervé. Bonsoir Sonia. Merci Bonsoir de à tous. m'accompagner pour toute cette édition spéciale. Écoutez, oui, il y a matière. On y va. Notre premier invité de cette édition, c'est un proche du chef de l'État. Il est le président socialiste du Sénat, Jean-Pierre Bel. Bienvenue. Bonsoir. Quelle est d'abord votre note, votre évaluation pour cette première année du quinquennat? Je ne donnerai peut-être pas une note, mais c'est vrai qu'il faut évaluer les politiques qui sont menées en matière de justice, en matière d'emploi, en matière de régulation bancaire, en matière fiscale. Mais je pense que ce qui s'est produit pendant ces 12 mois, c'est dans le fond la mise en place de fondations. Et ces fondations, elles ne sont pas aujourd'hui bien sûr très visibles,
Et en matière de bilan, je pense que le bilan qui est à faire, ça serait plutôt un véritable bilan en revenant un petit peu sur le passé, même si je ne vais pas m'y attarder. Enfin, nous avons vécu un quinquennat qui a contribué à dégrader largement l'économie de ce pays, avec laxisme en matière de finances publiques. Les Français vont se dire jusqu'à quand vous allez masquer peut-être votre manque de résultats par l'héritage de la droite encore? Non, mais enfin, pour faire un bilan, c'est un bilan qui doit se faire sur la durée. Et c'est les 5 dernières années qui doivent constituer ce bilan. Et lorsqu'il y a eu, je vous dis, ce laxisme en matière de déficit public, et en même temps la mise à mal d'un modèle social qui est le modèle social français, eh bien là, le bilan, il était tragique, il était difficile. Nous aurions peut-être pu le présenter plus visiblement, plus directement. Je crois que jamais... Donc vous reconnaissez une erreur, une maladresse, vous n'avez pas suffisamment insisté sur la gravité de la situation économique? Peut-être, s'il faut reconnaître des moments de regret, je crois en effet que jamais notre pays, depuis peut-être la libération, n'a connu des moments aussi difficiles. Jamais le tissu industriel n'a été dégradé à ce point. Peut-être ne l'avons-nous pas dit suffisamment. Mais vous ne l'avez pas dit, mais est-ce que vous avez été surpris par cette situation? Peut-être l'avez-vous sous-estimé en arrivant au pouvoir? Non, pas sous-estimé, car vous le savez, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons compris rapidement le niveau auquel la situation du pays et puis l'angoisse des Français, nous la connaissions. Mais je pense que peut-être dans la communication, aurions-nous pu plus largement expliquer aux Français dans quelle situation nous étions. L'angoisse des Français, justement, elle grandit de jour en jour. Est-ce que vous craignez un divorce entre un président optimiste et une France qui souffre, malheureuse? Je ne crois pas. Le président de la République n'est pas candide. Il n'est pas ignorant de la situation française. Au contraire, il a une conscience si aiguë de la situation du pays. Il voit bien les inquiétudes. Mais par ailleurs, c'est un président étonnamment accessible qui, par conséquent, perçoit les difficultés de ce pays. Il perçoit les inquiétudes. Mais un président n'est pas là pour exprimer simplement des inquiétudes. Oui, mais il est là pour tracer un cap. Optimisme décalé, par exemple, sur le vœu d'inversion de la courbe du chômage au moment où les chiffres n'ont jamais été aussi noirs? Le rôle du président, je vous dis, n'est pas d'exprimer forcément des inquiétudes. Il est de tracer un sillon, de tracer un cap, de définir un avenir pour ce pays. C'est ce que François Hollande, avec constance, avec une certaine solidité... Il est peu clair selon les Français, ce cap. Comment ? Il est peu clair selon les Français, ce cap pour écoutez, le moment. Nous savons bien que cette année 2013 est une année difficile. Nous le savions dès le départ. Nous savions dès le départ que 2013 serait l'année de tous les dangers. Et donc nous voyons bien aujourd'hui, en effet, que l'inquiétude, les questions sont le sentiment qui prédomine chez les Français, bien sûr. Les critiques se cristallisent sur ce que l'opposition appelle l'indécision du chef de l'État. Ils disent qu'il ne tranche pas entre ses ministres, ne tranche pas sur sa politique. C'est monsieur ni oui ni non. Mais pour eux. J'entends deux critiques. J'ai entendu aussi des critiques, vous avez certainement perçu, disant mais il décide de tout, il décide de tout seul. Et d'un autre côté, j'entends mais il est indécis. Écoutez, je crois que le président de la République est le président de la République. Il est à son niveau pour faire les grands choix, tracer un cadre général. Moi, ce qui m'impressionne chez François Hollande, c'est sa capacité à maîtriser le temps. Et peut-être si à endurer les critiques aussi, peut-être. Si je trouve ce président que je connais bien, si je pouvais trouver un changement en lui, c'est cette espèce de gravité. Pour François Hollande, le temps à venir n'est pas le temps immédiat. Vous savez, ce qui a caractérisé les responsabilités de la gauche au pouvoir, ça a été des parenthèses. François Hollande veut que la gauche puisse exercer des responsabilités dans la durée. Donc, pour François Hollande, il y a 2013, il y a 2014, il y a 2015, et il y a les années qui vont au-delà. La durée, le temps long, est-ce que c'est encore adapté par tant de tempêtes, de crises au pluriel d'ailleurs? Le président a, dans le fond, à tenir deux fils très fragiles qui peuvent casser d'un moment à l'autre. Il doit à la fois être très réactif, comprendre la situation dans laquelle nous sommes, écouter ce que disent les Français, mais en même temps, il ne doit pas réagir dans l'immédiateté. Une trop grande réactivité n'est pas bonne conseillère. Et de ce point de vue-là, je crois que François Hollande incarne parfaitement cet équilibre. Je crois qu'en effet, c'est difficile dans le court terme, mais l'espoir est au bout de la politique que François Hollande a commencé à mettre en place. Ce qui a marqué la fin de cette première année, c'est la décision de Bruxelles, qui accorde donc un sursis de 2 ans à la France pour réduire son déficit. Est-ce que c'est un feu vert pour relâcher les efforts? Non, on se fait cigale de l'Europe. Ça veut simplement dire on en finit avec le dogme de l'austérité, de politique qui serait d'une certaine manière un petit peu aveugle. Simplement, on se donne un peu d'oxygène pour faire en sorte que le sérieux
que l'on met en place dans les politiques qui sont menées n'étouffe pas les possibilités de relancer l'activité, de relancer la croissance. Car ce qui est le gros problème, ce cancer qui ronge la plupart des pays européens, c'est le chômage. Et les politiques que nous voulons mettre en place, un peu d'air, mais pas de relâchement des lutter efforts, contre le vous chômage. dites. Il n'est pas question de... Il faut des réformes structurelles pour aider aussi au redémarrage de la croissance. Et ces réformes structurelles, elles ont besoin d'un sérieux budgétaire. Et vous savez, il aurait été très facile d'être très populaire pendant un an, en ouvrant les vannes et en disant oui à tout le monde. Ce qu'avait fait la gauche il y a plusieurs années. Ce n'est pas comme ça que François Hollande a décidé d'agir. Alors Jean-Pierre Bel, le 5 mai, il y avait du mécontentement dans les rues de France. D'un côté, il y avait les opposants au mariage pour tous, et de l'autre, il y avait la gauche de la gauche avec Jean-Luc Mélenchon qui appelle à donner, je cite, un grand coup de balai. Regardez ce reportage de notre journaliste Joachim Rob. Un chant ironique, mais une contestation bien réelle. Un an après l'élection de François Hollande, la gauche de la gauche occupe la rue pour le grand coup de balai de Jean-Luc Mélenchon. Un premier anniversaire et un premier bilan où prime la déception. Un certain nombre de personnes qui ont voté pour lui attendaient le changement et en tout cas des mesures qui tranchaient avec les mesures prises par le précédent gouvernement. Au bout d'un an de politique, on voit que le compte n'y est pas. Il y avait un très très beau discours qu'il a fait, moi président, moi président, etc. Et pour le moment, on attend les suites. On attend les suites sur l'école, on attend les suites sur le pouvoir du public et non pas du privé. Au même moment, de l'autre côté de la scène, de l'autre côté de l'échiquier politique, d'autres raisons de s'opposer au président. Ici, le mariage pour tous ne passe toujours pas. François Hollande, moi je suis prêt à le soutenir, je suis prêt à l'encourager, mais là, il est en train de détruire la société à une vitesse accélérée. Opposition idéologique, opposition globale et inquiétude pour la situation économique de la France. Les Français veulent du travail, les Français veulent des réponses à leurs problèmes. Or, là, on ne voit rien venir, donc il est tout à fait normal qu'il puisse y avoir la manifestation à la place de la Bastille et celle qui a lieu ici aujourd'hui. Des espoirs déçus, des rêves qui s'envolent et des dossiers symboles, comme Florange où travaille Tarek. La politique de cette année, c'est beaucoup d'austérité. On nous dit de serrer la ceinture, mais à un moment donné, l'écran, il n'y en a plus, quoi. Il n'y a pas que l'austérité, on peut aussi investir. Oublier la rigueur, inventer une autre politique, mettre la barre à gauche, toutes. Tous ici réclament un changement de cap, sans trop y croire. Jean-Luc Mélenchon est-il devenu votre meilleur ennemi, Jean-Pierre Bel? Non, l'ennemi c'est le chômage, c'est la désespérance. L'ennemi ce sont les injustices. Jean-Luc Mélenchon incarne dans le fond un débat qui est très ancien à gauche. Entre Jean Jaurès et Jules Guesde, il y a toujours ceux qui, d'une certaine manière, prônaient... Il parlait comme ça? Est-ce qu'il disait comme Jean-Luc Mélenchon que vous aggravez le chômage, que c'est un gouvernement de menteurs? Non, mais Jean-Luc Mélenchon, qui a longtemps soutenu Jaurès, d'une certaine manière, l'a quitté pour passer dans l'incantation. Le chômage, je le redis, c'est vraiment le mal de ce siècle, c'est le mal du moment, c'est contre ce mal terrible qu'il faut lutter. Et Jean-Luc Mélenchon n'est ni une menace, ni une gêne pour vous? Non, Jean-Luc Mélenchon a été ministre dans le gouvernement de Lionel Jospin. Il fut sénateur. Ne s'en souvient plus. Il fut sénateur de mon groupe, je le connais très bien. Ça, il s'en souvient plus du tout, dit-il. Qu'il fut sénateur du groupe socialiste au Sénat? Il n'aime pas trop le rappeler, semble-t-il. Ben, je ne crois pas, au contraire. Il me dit qu'il a beaucoup apprécié cette période et qu'il lui arrive même de revenir ici au Sénat à certaines occasions. Justement qu'il revient pour soutenir les communistes qui vous ont fait souvent faux bond à plusieurs reprises au Sénat. Est-ce que le Sénat est devenu le point faible du dispositif socialiste aujourd'hui? Vous savez, il faut faire attention de ne pas partir dans l'excès dans un sens. Je me souviens, lorsque le Sénat a basculé à gauche, le Sénat était le point fort de la gauche. Nous avons été même l'avant-garde avancée. Précurseur, les précurseurs de la victoire de François Hollande aux élections présidentielles qui ont suivi. Aujourd'hui, le Sénat, il a évolué parce que dans ce gouvernement, il n'y a pas les communistes. Et les communistes ne soutiennent pas ce gouvernement. Et à partir de là, la majorité sénatoriale, qui d'ailleurs se porte très bien et qui s'exprime notamment lors de l'examen du texte sur le mariage pour personnes de même sexe, nous avons vu que la majorité sénatoriale s'était retrouvée et avait été très combative. Mais la majorité sénatoriale n'est pas la majorité gouvernementale. Et par exemple, sur le budget, eh bien, nous savons que les communistes n'ont pas voté le budget. Nous verrons ce qu'ils feront l'année prochaine. Et donc, il y a une vraie difficulté. Il était un point faible, le Sénat, pour Nicolas Sarkozy,
Parce que lorsque le Sénat a basculé à gauche 1 an ou 6 mois avant l'élection présidentielle, ce fut un véritable point faible. Alors vous le dites, le basculement du Sénat à gauche en 2011 fut le signe précurseur de la victoire de François Hollande. 1 an plus tard, on voit les fêlures de la majorité. Est-ce qu'elle ne préfigure pas d'une raclée aux élections intermédiaires à venir, sénatoriales, municipales? Si je peux me permettre, je vous recommanderais la prudence. Vous savez, c'est une question. En matière électorale, il m'est arrivé de ne pas faire de mauvais pronostics, notamment dans cette maison. Et pour les élections municipales qui auront lieu au mois de mars de l'année prochaine, je crois qu'il faut un petit peu attendre d'abord parce que les choses peuvent évoluer. Et puis les élections municipales, ce sont aussi des élections particulières et nous verrons ce qu'il en sera. Voilà. Moi, je crois que le travail qui a été accompli, les efforts qui ont été mis en place, qui sont douloureux pour nous. Vous savez, c'est difficile en 2013 de gouverner ce pays. Bien, je suis persuadé qu'ils porteront leurs fruits. Le 6 mai 2012, Jean-Pierre Bel, c'est la victoire de François Hollande. C'est aussi, on le rappelle, la défaite de Nicolas Sarkozy. Le 6 mai 2013, 1 an après, dans les sondages, Nicolas Sarkozy arrive en tête et François Hollande est balayé. Marine Le Pen arrive au premier tour. Même dans vos pires cauchemars, vous ne l'aviez pas imaginé, cette situation, 1 an après. C'est pas un cauchemar, c'est une fiction que vous êtes en train de décrire là. Une fiction, car pour l'instant, c'est vrai, nous connaissons une situation difficile, mais quel responsable politique, quelle formation politique peut aujourd'hui s'enorgueillir de dire que si elle avait gagné les élections, elle se serait trouvée dans une situation bien différente. Je crois que ce serait difficile à dire lorsque ça va mal, lorsque le mal est profond, lorsque la crise est forte, lorsque les transformations sont aussi nombreuses dans un pays. Mais bien sûr, les extrêmes ont quelquefois un boulevard devant eux. Et à partir de là, nous avons, nous, à faire en sorte que la situation dans laquelle nous sommes, ce que nous faisons, la politique que nous menons, ne va pas... et que cette fiction des sondages ne se transforme pas en une réalité très dure pour vous. Une opportunité pour ceux qui sont des extrémistes et qui conduiraient une politique qui ferait très mal à la France. Alors pour conclure, la deuxième année du quinquennat de François Hollande commence. Maintenant, selon vous, que faut-il changer d'urgence pour espérer le rebond? Pour espérer le rebond, je pense qu'il faut en effet continuer, parce que la France ne peut pas se replier sur elle-même. Il faut continuer aussi à faire en sorte que les politiques européennes qui est menée en matière de finances publiques puissent faire plus de place aux politiques de l'emploi, à recréer de la croissance et donc à faire reculer cette vision dogmatique dont je parlais tout à l'heure, qui se traduit par plus d'austérité. On a vu pendant 1 an aussi, dans tous les pays européens, parce qu'on parle de la France, mais on pourrait parler de ce qui se passe aussi dans beaucoup de pays européens. On a vu ce que ça pouvait mener. La France n'est pas seule. Avant François Hollande, cette voix ne se faisait pas entendre. Depuis, la France a été rejointe, et François Hollande a été rejoint par de nombreux pays, y compris d'ailleurs des pays où les gouvernants n'ont pas la même sensibilité politique. Donc je crois que ce qu'il faut, c'est infléchir les politiques européennes en matière de finances publiques. Merci Jean-Pierre Bel d'avoir été notre invité. Je vous propose de réagir à une caricature d'Hervé Baudry qu'on va voir à l'instant sur votre écran. La voici. Un bon défenseur, hein, Regardez. une bonne place dans l'équipe, alors pourquoi pas un poste de Premier ministre? Votre réaction? J'ai souvent c'est un rêve ou un cauchemar? Non. Je crois que président du Sénat, institutionnellement, ça a une vraie signification. Et lorsqu'on est président du Sénat, on ne peut pas rêver autre chose. D'accord. Mais sur le gouvernement, néanmoins, puisque le gouvernement héros lutte contre les gaspillages, 37 ministres, franchement, est-ce qu'il n'y en a pas 20 de trop? Sûrement, on pourrait aller, s'il y a un remaniement, je pense que ce sera un remaniement vers un gouvernement plus resserré. Mais on a tellement dit de choses là-dessus que, vous voyez, pour le coup, moi je reste très prudent. Je pense qu'en effet, on peut resserrer, mais il faut aussi se dire, si demain vous supprimez le ministre du Tourisme, vous allez voir tous les milieux liés à l'activité touristique. Si vous supprimez le ministre des Anciens Combattants, vous allez voir les anciens combattants, comment ils vont réagir. Donc on peut peut-être tout de même donner une cohérence en resserrant un petit peu les équipes, mais je reste... Donc le changement est à venir. Merci beaucoup Jean-Pierre Bel d'avoir été notre invité. Merci à vous. Dans la suite de notre édition spéciale, nous allons revenir bien sûr avec de nombreux éditorialistes à présent sur cette première année. Ce moment anniversaire est toujours un passage délicat pour le pouvoir qui cherche surtout à montrer qu'il n'est ni dans la nostalgie ni dans la célébration, mais qu'il est au travail. Un séminaire était organisé à cette occasion. On voit tout cela avec Fabrice Cunet.
Madame Lebranchu, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour les 1 an? Le ton est donné. Pour ce premier anniversaire, François Hollande et le gouvernement veulent montrer l'image d'une équipe au travail. Autour de la table, tous les ministres pour 4 heures d'un séminaire gouvernemental placé sous le signe de l'espoir par François Hollande dans une courte introduction. L'année qui vient doit être celle des résultats. Je dis bien des résultats. Sur le chômage, le logement, l'école, mais aussi le retour de la croissance, sur la maîtrise de la dépense et donc sur le niveau des prélèvements. Pour François Hollande, le quinquennat quitte la phase du redressement pour entrer dans celle du dépassement. Et il a longuement fixé la feuille de route à ses ministres. Une ambiance de travail comme j'aimerais en avoir tous les jours. Officiellement, pas de recadrage, mais l'image d'une équipe soudée, malgré les critiques qui visent son gouvernement et parfois une certaine forme de cacophonie ces dernières semaines. Mais le président n'a même pas eu besoin d'appeler à la cohésion, à la cohérence. L'ensemble des membres du gouvernement ont manifesté leur volonté de former un pacte groupé au service de l'intérêt général, au service des Français et au service des 3 priorités qui sont celles du président de la République et que nous partageons absolument, l'emploi, la jeunesse et la préparation de l'avenir. 3 priorités, un calendrier législatif serré et un plan d'investissement pour les 10 ans à venir. Ce plan sera annoncé par Jean-Marc Ayrault dans les semaines qui viennent avec comme objectif de soutenir les nouvelles technologies, la transition énergétique ou encore les grandes infrastructures. Ce matin à l'Elysée, l'exécutif se cherchait un second souffle. Et à notre compagnie à présent, Laurent Geoffrin, directeur du Nouvel Observateur. Bonsoir, merci d'être là Laurent. François Dorcival, éditorialiste à Valeurs Actuelles, bienvenue. Bonsoir Sonia. Christine Claire, bonsoir, bienvenue, éditorialiste à Grand Reporter. Et Jérôme Sainte-Marie, directeur du département Opinion de l'Institut CSA. Merci d'être avec nous. Alors, François Dorcival, le premier anniversaire dans un quinquennat n'est pas simple à gérer, quel que soit le pouvoir. Il vire souvent en casse-tête. Dans ce contexte de crise aiguë, il ne faut pas donner un seul signe de célébration. Quelle célébration! Pas de fête. Pas de fête, mais on a vu tout de même séminaire gouvernemental sérieux, non pas à Matignon, mais naturellement à l'Élysée. Donc le président de la République, quand même, avait besoin de réunir ses ministres pour leur dire des choses. Ce qu'il leur a dit, nous ne le savons qu'à travers la porte-parole du gouvernement. Christine Claire, ce bilan, 1 an après, il ne peut être cohérent que si on évoque aussi l'état de notre pays. J'ai lu que vous avez pour habitude de beaucoup voyager en train dans toute la France pour sentir, mais humer l'état du pays. En 1 an, selon vous, quel visage a pris la France? Celui de la colère, de la défiance? Celui de la tristesse plutôt, la tristesse et de la déprime. C'est vrai que beaucoup de gens et des lecteurs de gauche avaient beaucoup espéré. On dit que Hollande ignorait la crise, qu'il avait fait beaucoup de promesses. J'ai relu tous ces discours. Il n'y avait pas tant de promesses et il n'y avait pas du tout l'ignorance de la crise. Au discours du Bourget, il y avait un paragraphe entier insistant sur les... Mais les gens qui étaient là, ils croyaient que tout allait changer. À l'école, il y aurait beaucoup plus de professeurs. Bon, il y en a un peu plus. Mais on trouverait du travail, on pourrait changer de travail facilement, tout irait mieux. Les retraites, bon... il y avait des espérances absolument incroyables qui étaient projetées sur lui. Et maintenant revient la désespérance, l'impression d'un pays qui s'enfonce dans le déclin, la prise de conscience que ce déclin industriel, finalement, il a commencé il y a très longtemps et qu'on a l'impression d'être sur une pente et on ne sait pas comment on va s'arrêter. Et seulement 12 mois sont passés. Hein. Et seulement 12 mois. Mais cela dit, on trouve partout, et je pense que le président de la République le trouve aussi quand il voyage, on trouve partout des signes d'espoir, des gens formidables qui font des produits qui se vendent dans le monde entier, qui inventent. Alors ça, c'est quand même une raison d'espérer. Mais c'est vrai que les Français prennent conscience du fait qu'ils sont dans une lente dégringolade et qui dure peut-être depuis 20 ans. Voilà. Justement, puisque vous parlez d'espoir, Laurent Geoffrin, il paraît loin le temps où François Hollande disait, je cite, « Il était fier d'avoir été capable de redonner espoir ». Oui, bien sûr, mais ça, Christine a très bien dit. Il y a une déception, parce qu'il y avait un slogan, le changement, c'est maintenant. Et pour la plupart des gens, la situation, soit elle n'a pas changé, soit elle s'est plutôt dégradée en raison de la baisse du pouvoir d'achat et de l'augmentation du nombre des chômeurs. Donc ça, c'est vrai. Mais le gouvernement lui-même le reconnaît, d'ailleurs. C'est même plus un sujet de polémique, puisqu'ils disent, oui, on n'a pas de résultat. Donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'un gouvernement qui n'a pas de résultat soit populaire. Ce qu'il faut voir quand même... Il n'en a pas du tout? Vous êtes un peu sévère ou vous voyez que le verre à moitié vide? Je ne suis pas sévère, je constate. La promesse principale, c'est l'inversion de la courbe du chômage. Elle n'a pas encore eu lieu. Elle est prévue pour la fin de l'année. On va voir si elle se produit finalement.
la cote de popularité peut se stabiliser ou remonter un peu. Mais c'est extrêmement difficile. Simplement, c'est un gouvernement qui a promis de ramener le déficit à 3%. C'était promis d'ailleurs pour cette année, ça n'aura pas lieu. Quand vous faites cette promesse-là, ça veut dire que vous promettez deux choses. Un, augmenter les impôts. Deux, geler ou diminuer les dépenses. Qui sont deux trains de mesure totalement impopulaires. Et pour être honnête intellectuellement, me semble-t-il, il faudrait se demander ce qui serait passé si Hollande avait été battu. Qu'est-ce que demande aujourd'hui l'opposition? Quelle est la critique principale que fait l'opposition? C'est de dire on ne réduit pas assez les déficits, on ne réduit pas assez les dépenses. Mais vous croyez que ce serait populaire? Vous dites que ça aurait été un quinquennat à la Schlag si c'était pas François Hollande, Non, si je vous pas à la Schlag, mais ça, il aurait été encore plus impopulaire, parce qu'il aurait non seulement augmenté les impôts de tout le monde, là, cette fois-ci, par la TVA, et deuxièmement, on aurait réduit les dépenses de manière beaucoup plus draconienne. Et donc, on aurait été encore plus impopulaire, c'est quand même logique. Jérôme Sainte-Marie, le président, achève l'an 1 du quinquennat avec seulement 31% de bonnes opinions. Que lui reprochent en priorité les Français? On a l'impression que c'est tout, même le mauvais temps parfois. Non, enfin nous c'est pour CSA, c'est 31% de bonne opinion. Il y a d'autres sondages, je crois qu'il y a un sondage Ipsos, n'est-ce pas, hein, qui est à 24 ou 25%, ça dépend de la question. On est à des niveaux historiquement bas. En tout cas pour CSA, c'est le niveau le plus bas jamais atteint par un président de la République, sauf Jacques Chirac dans son second mandat. Et à la même période, si vous voulez, Nicolas Sarkozy, qui était déjà impopulaire, était quand même 10 points au-dessus. Donc on est vraiment dans un niveau très très bas. Les reproches qui sont faits sont de différents ordres. Alors, il y a bien sûr, Laurent Geoffrin a souligné, la crise de résultats. Personne ne s'attendait sérieusement, compte tenu de ce qu'on savait du contexte, qu'un an après l'élection, François Hollande soit populaire. Ça paraissait extrêmement difficile. C'est en Europe de façon très difficile pour les gouvernements actuellement. Mais il y a eu quand même deux autres dimensions qui sont inattendues et qui sont rajoutées. La première, c'est probablement le mode de gouvernance, c'est-à-dire ce choix de la normalité, puis qui n'est pas tout à fait tenu, etc. Il y a des aspects spécifiques, on pourra le développer, propres à la gouvernance, qui ont déçu les Français d'ailleurs dès le mois d'août. À un moment donné, c'est là où il commence à dégringolade. Les gens ne s'attendaient pas à des résultats au mois d'août. Les gens français ne sont pas fous. Ça, c'est le premier point. Le second point qui me paraît plus grave, parce que ça atteint l'image du président de la République dans son propre camp, c'est la faiblesse finalement du volontarisme de la gauche au pouvoir. Pendant toute la campagne, il n'y a pas eu beaucoup de promesses, mais il y avait quand même une petite musique on envisageait des choses comme le protectionnisme européen, on allait dans les usines, il y avait l'idée qu'il y aurait une politique assez différente, en tout cas très volontaire en matière économique. Et là, les Français ont l'impression d'une simple adaptation aux contraintes européennes et aux contraintes de la mondialisation pour aller vite. De ce point de vue-là, l'intervention télévisée du président de la République, j'en finirai par là, récente, où il parle du choc de la simplification, a été exactement le symbole de ce que les Français reprochent au président de la République, c'est-à-dire d'arriver face à une crise qu'ils savent gigantesque avec des initiatives politiques extrêmement limitées. Alors, avant de parler de l'opposition, Laurent Geoffrin et Christine Claire, il y a un an, François Hollande a gagné par sa prudence, son calme mitterrandien, sa froideur de joueur d'échecs. Est-ce que ces qualités aujourd'hui sont ses pires défauts selon vous? Écoutez, pour le moment, je crois qu'il n'est pas rejeté pour sa personnalité. Quelquefois, on le trouve un peu jovial face à la gravité de la crise, mais d'un côté, ça change aussi d'un personnage d'un président qu'on a connu avec une certaine violence, une certaine agressivité. Et puis après tout, on peut dire c'est le calme pendant la guerre. On se souvient du président américain qui jouait au golf pendant la guerre. Bon, il veut afficher le calme. Il n'y a pas de trait de sa personnalité qui agace. On dit il est manœuvrier, tacticien, comme quand il était à la tête du PS. Moi, je crois qu'il savait très bien ce qu'il voulait faire dès le début. C'est un enfant de Jacques Delors. Il voulait faire un programme social-démocrate, adapter la France, certainement, à la compétition mondiale. Mais il se trouve qu'il est élu par une majorité de gauche. Et cette majorité de gauche, il a fallu le temps pour lui faire accepter, et encore, elle est loin d'avoir accepté. On voit maintenant les réactions sur le front de gauche. Mais il fallait le temps d'une certaine pédagogie. Ce qui a entraîné, évidemment, quelquefois des couacs, des allers-retours. C'est tout un travail. Il avait dit, je veux inscrire la gauche dans la durée. Inscrire la gauche dans la durée, lui faire prendre conscience du choc de la mondialisation et de la compétition. Mais il faut du temps et il faut beaucoup de souffrance, je le crains.
Et toute la question, c'est est-ce qu'il y a du temps? Et Laurent Geoffrin, est-ce que le principal adversaire de François Hollande, c'est pas justement cette évocation du temps long et puis sa prudence également? Mais la prudence, ça arrive souvent que les qualités qui mènent un président à l'Élysée le desservent ensuite. Hein. Par exemple, Mitterrand, c'était l'habileté qui l'a conduit finalement au troisième essai à se faire les présidents. Et puis après, on a dit, mais il est tellement habile qu'il est cynique. Giscard, c'est son intelligence supérieure, il dominait tout le monde par son intelligence. On a fini par croire qu'il était hautain. Voilà, qu'il était hautain, qu'il était coupé du peuple. Et puis Sarkozy, c'est la transgression. C'est la transgression qui lui a donné l'avantage sur tous ses rivaux. Et puis après, c'est la transgression justement qui l'a conduit à l'impopularité, puisque ça a commencé par des maladresses transgressives comme le Fouquet's, des choses comme ça, ou les lunettes noires, des choses comme ça. Et alors ça marche pour Hollande, cette hypothèse, parce que la prudence et l'intelligence manœuvrière l'ont conduit à l'Élysée, et maintenant, il a pratiquement raté le début du quinquennat, pendant le premier été et l'automne, par excès de prudence, justement, et par calcul, en disant, bon, je calcule, j'aurai telle réforme à tel moment, telle autre, et donc il n'a pas décrété une sorte d'état d'urgence. Parce que c'est pas du tout son tempérament d'abord, et ensuite il s'est dit mais si je décrète l'état d'urgence, ça va encore affaiblir le moral de mes concitoyens. Bon, c'est un raisonnement, mais manifestement ce raisonnement était erroné, puisqu'on voit bien que cette prudence n'a pas empêché la baisse dans les sondages. Alors, ouais. Surtout, tout le monde n'est pas de Gaulle et ne peut pas décréter tout à coup. On n'est pas de Gaulle qui veut. Voilà. Donc personne n'a été. Oui, mais en période de crise grave, les gens attendent quand même. Il tient un discours terrible. Il faut s'attendre à réduire les retraites, les salaires des fonctionnaires, etc. Mais il fallait vraiment être de Gaulle pour pouvoir annoncer une chose pareille. Et encore, ça n'a pas toujours été bien pris. Mais je dis qu'il y a une chose qui est fausse, c'est l'idée qu'il n'y a pas de décision. Ça, c'est une plaisanterie. Ça, c'est pas vrai du tout. Il y a plein de décisions, mais elles sont impopulaires. Il y a des réformes, il y a des compromis avec le patronat, il y a des décisions européennes. Il a fait voter le traité européen. Malheureusement, oui, il y a beaucoup de décisions. Mais les gens ne sont pas cohérentes. Non, elles ne sont pas cohérentes. Mais non, parce que, et au fond, c'est la particularité de cette première année de présidence, c'est qu'on a l'impression en 12 mois d'avoir vécu un quinquennat complet. Voilà, du début à la fin. Et il est vrai que cela va peser sur la suite de cette présidence de François Hollande. Pourquoi? Parce que le début a été marqué par l'idée d'être un président normal. Les Français attendent de leur président de la République qu'il soit de toute façon une exception, pas un président de la République comme un député ou un sénateur ou un élu comme les autres. Non, un président de la République. Non seulement qui décide, mais qui a de l'autorité. Et ce qui s'est passé depuis un an avec ce gouvernement, c'est qu'on a l'impression que l'autorité, elle est partagée entre tous. Ce qui veut dire qu'ils sont rivaux les uns par rapport aux autres et qu'ils décident chacun pour leur part. Ceci a donné l'image d'une très grande cacophonie, vous avez parlé de couacs d'orchestre, etc., mais surtout de décisions qui ne sont pas cohérentes. Je vais prendre un exemple. Mais vous ne démontrez pas. Si, je vais le démontrer maintenant. Je vais le démontrer maintenant. Vous avez, au mois d'octobre, toute une campagne déclenchée par ce qu'ils ont appelé les pigeons, c'est-à-dire ces jeunes créateurs d'entreprises qui étaient ensuite fiscalement écrabouillés, comme les autres. Et puis, 6 mois après, eh bien, naturellement, l'État a voulu revenir sur cette fiscalité et donc leur faire plaisir et déclarer un certain nombre d'investissements à long terme comme fiscalement exonérés ou, en tout cas, amoindris. Je vais prendre l'augmentation massive des impôts, 30 milliards. Et puis, quelques mois après, on a 20 milliards de crédits d'impôt. C'est-à-dire que vous avez une décision et une décision contraire. Ceci n'est pas compréhensible. En revanche, ce qui est très clair, c'est que pendant ce temps-là, le chômage, lui, il augmente. Alors François Hollande l'a dit lui-même, je cite sa phrase, un quinquennat se juge à ses débuts. La fin, c'était se sanctionne à sa fin. On va voir justement les premiers pas, parfois hésitants, d'un président qui se cherche. Et on voit tout cela avec Marie Brémaud. Regardez. Il se rêvait en président normal où sa vie privée serait chasse gardée. Mais à peine élu, l'image du chef de l'État était déjà sérieusement écornée, un coup imprévisible porté par sa compagne. Valérie Trierweiler, en pleine campagne législative, soutient par un tweet assassin Olivier Falorni, l'adversaire de la candidate officiellement investie par le PS à La Rochelle et ex-compagne de François Hollande, Ségolène Royal.
Querelle de femmes, vengeance privée, l'opposition lui conseille de mettre de l'ordre chez lui. Mais le mal est fait. L'ex-dirigeant du PS, l'homme du consensus, a-t-il suffisamment d'autorité pour gouverner ? 20 novembre 2012, congrès des maires de France. Le pays est divisé entre les pros et les anti-mariage pour tous. Devant le parterre d'élus, François Hollande va concéder une liberté de conscience. Je le dis aussi, vous entendant, des possibilités de délégation existent. Elles peuvent être élargies. Et il y a toujours la liberté de conscience. Le mariage gay, c'est pourtant l'un des engagements de la campagne. Troubles et turbulences à gauche. Quelques jours plus tard, le président revient sur ses propos et reçoit en urgence à l'Élysée les associations pro-mariage. Alors que François Hollande est au plus bas dans les sondages, l'Élysée appelle à la rescousse un homme de médias, Claude Sérillon, censé rectifier le tir. Il organise donc une opération reconquête à Dijon. Le chef de l'État se veut au contact avec les habitants. Monsieur Hollande, elles sont où les promesses? Ah, allez, elles sont où? Sur son chemin, les déçus sont écartés par la garde rapprochée du président. L'exercice de communication tourne au fiasco. Mais la série de ratages se poursuit. Pris de court face au chaos provoqué par l'affaire Cahuzac, François Hollande et son équipe décident, à l'issue du Conseil des ministres, d'enregistrer une déclaration. Les journalistes attendent 45 minutes pour se trouver face à un président blême qui lit ses notes, peu convaincant. Les déclarations de patrimoine seront rendues publiques pour tous les membres du gouvernement. Elles le seront pour les parlementaires une fois le projet de loi adopté. Dans ses habits de président, François Hollande semble avoir perdu la spontanéité et le panache qui animait le candidat en campagne. L'exercice du pouvoir, sans doute. Jérôme Sainte-Marie, les critiques se cristallisent sur ce que l'opposition appelle l'indécision du chef de l'État. Est-ce que cela apparaît dans vos études d'opinion ? Pas spécialement, les Français sont beaucoup plus sur le fond des dossiers. D'ailleurs, si l'opposition va sur ce thème-là, c'est qu'elle est prise dans une contradiction. Au fond, sans vouloir polémiquer, mais et c'est à peine de sondeurs qui parlent, mais François Hollande fait les réformes que la droite aurait eu beaucoup plus de mal à faire passer. C'est bien ça le problème. Hier, Laurent Geoffrin le soulignait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, il fait des choses, mais il fait des choses que ne veut pas son électorat. Les Français ont voté, enfin les Français de gauche plus précisément, ont voté à 56% contre l'Europe, enfin le traité européen en 2005, qui refuse cette politique, qui est une politique qui, là je nuancerai un tout petit peu ce qu'a dit Christine Clerc, qui est de moins en moins social-démocrate et de plus en plus social-libérale. Il n'a pas forcément la majorité, ni sociologique, ni comment dirais-je, politique. Pour cela, il y a sans doute un décalage. Au fond, François Hollande était au centre de la gauche et peu à peu, il se déplace au centre tout court. Je vais dire une chose sur l'indécision, parce que c'est quand même bizarre de dire qu'il y a une indécision quand il y a beaucoup de décisions. On peut pas, c'est des faits, ça. On a dit prétendue indécision. Oui, voilà. Et le patrimoine des ministres doit être rendu public. Il est rendu public. Cahuzac est mis en cause par un procureur dehors. D'accord, mais il y a deux lignes à Bercy. Est-ce qu'on a tranché? Les islamistes franchissent la ligne rouge. On envoie en une heure l'armée française. Est-ce qu'on tranche entre les ministres quand il y a le dossier, par exemple, Dailymotion? Est-ce que c'est suffisamment clair? Il faut relativiser ça. Dans le cas de Hollande, toute sa vie, on l'a accusé d'indécision et de mollesse. Toute sa vie. Toute sa vie politique, en tout cas. Et à la fin, tous ceux qui l'ont accusé, Fabius, Martine Aubry, et Sarkozy ensuite par la campagne, ils ont tous été battus. Tous. Dans les primaires ou dans la présidentielle ou à d'autres occasions. Et donc il faut se méfier un peu de cette histoire d'indécision et de mollesse. Il faut attendre peut-être, pas forcément la fin de l'histoire, enfin quelques chapitres supplémentaires, avant de savoir vraiment si ce président ne prend pas de décision. Parce que jusqu'à présent, c'est plutôt la répétition dans le discours qui frappe. C'est-à-dire qu'il dit toujours la même chose. La courbe du chômage s'inversera fin 2013 et nous faisons entre-temps des réformes qui vont nous permettre de... Attendons... C'est pas de la décision, c'est des vœux pieux, ça. Non, c'est de l'obstination. Oui, mais enfin, on peut pas dire qu'il ait changé de ligne ou qu'il ait hésité. On n'est pas habitué. D'abord, il ne fait pas de proclamation autoritaire ni volontariste. Combien de fois j'ai entendu Sarkozy partout où il allait, je n'accepterai pas que l'industrie meure, je n'accepterai pas que l'agriculture meure.
Bon, il ne fait pas ce genre de déclaration. Et ensuite, il s'abstient, et c'est ça peut-être le plus gênant, de remettre en perspective historique. Et alors, je me demande toujours pourquoi, parce que je me rappelle l'avoir accompagné en campagne, et il était très frappé par la dimension historique. Il fallait se situer dans l'histoire de France. Il admirait d'ailleurs beaucoup le discours de Sarkozy, du le Bourget, 14 mais janvier. depuis, il est vrai, il y a eu peu de références historiques. Plus de perspective historique. Alors je me dis, c'est qu'au fond, il est gêné parce que effectivement, comme vous dites, il va vers le centre, mais il ne peut pas le dire. Donc il ne peut pas se situer dans cette perspective-là. Il ne peut pas non plus faire un discours où il ranime tous la révolution, etc., parce que c'est pas tout à fait son axe et il n'y croit pas. Donc, y a-t-il un discours qui s'adapte à une France au centre? Il n'y a que le discours peut-être d'union nationale, mais c'est encore... oui, mais Christine Claire, dans ce tumulte et ce déluge, dans ce tumulte... Ça manque. Et nous, on aime bien, les Français, on aime bien avoir un discours historique. D'où vient-on? Où va-t-on? Et ça, le discours manque. Alors c'est à nous de saisir les signes et de dire oui, il y a une cohérence. Je vais vous laisser répondre sur l'histoire, mais quand même, dans ce tumulte et ce déluge de critiques François Hollande, il a dit il y a quelques jours aux agences de presse, il ne se laissera pas détourner de sa route. Est-ce qu'il peut quand même impressionner par sa constance? Est-ce que cela, au moins, vous impressionne? Je crois qu'on le verra qu'après coup, parce que François Dorcival parlait de cohérence. Rien mais la cohérence, grâce à vos yeux. Non, pas du tout. Pas du tout. Je considère que la cohérence, on ne la voit qu'après coup. Quand on est dedans, on ne la voit pas. Et je cherchais quels étaient les présidents de la République précédente dont on avait vu la cohérence immédiate. C'est pas évident. Il y a eu beaucoup d'actions et son contraire. On parlait de Sarkozy, qui paraît être un libéral, qui a fait beaucoup de cadeaux aux riches, etc. Bon, il a quand même fait une réforme fiscale qui sanctionnait durement, si je peux dire, les gens qui avaient acheté des résidences secondaires. À un moment donné, c'était son propre électorat. Tout n'a pas toujours été cohérent. Et bon, vous trouvez, même si vous cherchez dans le passé de Mitterrand, de Chirac, de Giscard, il y a beaucoup d'incohérences et il y a beaucoup de changements de ton. Donc la cohérence, elle s'établit à la fin. Pas seulement à la fin du quinquennat, mais peut-être encore quelques années plus tard. Quelques années plus tard avec le recul de l'histoire, justement. Il n'y a pas seulement la cohérence d'une politique. On peut imaginer qu'il ait, lui, dans sa tête, une vision cohérente de ce qu'il entend faire. Il n'y a pas de cohérence, en réalité, dans la politique gouvernementale, parce que, tout simplement, on n'a pas l'impression qu'elle est réellement conduite. Laurent Geoffrin dit si elle est conduite, mais dans l'apparence, en tout cas, il n'y a pas cette formation d'un gouvernement. D'abord, ils sont très nombreux, ils sont 37, ils mériteraient d'être sans doute la moitié, peut-être le fera-t-il, surtout dans une période critique. Mais cette équipe gouvernementale tire, comme on dit, à U et à Dia. Il y a un point de vue qui est exprimé. Ils sont 7 ministres à Bercy, 4 au Quai d'Orsay. Eh bien, un ministre dit une chose, il est contredit. Et ainsi de suite. Et ceci donne l'impression, en effet, d'un certain désordre. Vous demandez s'il y a une cohérence dans ce gouvernement, mais y a-t-il une cohérence dans l'opposition? La droite tape à bras raccourcis sur le président. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Ce titre de Johnny Hallyday pourrait résumer, oui, les réactions à droite sur le bilan d'étape du couple Hollande-Ayrault. Le résumé, regardez avec Quentin Calmet. Un an, une affiche choc et un mot, l'échec. Martelé ce matin par François Fillon. C'est ajouté à cet échec économique un échec politique parce que François Hollande s'est entêté sur l'affaire du mariage. Et enfin, c'est ajouté à ça un échec moral, car il a quand même été le président de la République qui a trouvé le moyen d'embaucher un ministre du budget qui mettait son argent en Suisse. Même idée, même refrain à l'UDI qui a saisi l'occasion de cet anniversaire pour organiser une conférence de presse. Il nous paraît possible d'avoir 10, nous en proposons 10, on peut débattre à 8 ou à 12, mesures vitales, urgentes, indispensables, que tous ensemble, nous pourrions prendre devant les Français. Parmi ces grandes idées, baisser les dépenses publiques et relancer les grands travaux et le secteur des services à la personne. Nicolas Dupont-Aignan, quant à lui, a trouvé une façon plus originale de célébrer cet anniversaire en apportant lui-même un cadeau sur le perron de l'Élysée, une paire de lunettes pour tenter d'y voir plus clair.
Alors, messieurs, madame, n'y a-t-il pas une surenchère des mots pour rendre apocalyptique le bilan du président? Noir, c'est noir. Il ne faut pas globaliser la droite, elle est assez diverse et tout le monde n'est pas sur la ligne de Jean-François Copé, l'échec. Ni de François Fillon, d'ailleurs. Oui, François Fillon est obligé de temps en temps de durcir le ton parce que sinon on va le traiter de mou et d'hésitant, lui aussi. Mais il y a une grande diversité à droite. On l'a vu au moment des manifestations contre le mariage pour tous, on l'a vu par rapport à Marine Le Pen. J'ai même entendu récemment des offres de services de Valérie Pécresse disant qu'elle serait d'accord pour travailler éventuellement avec François Hollande sur certains projets précis. C'est pas si... C'est pas un bloc monolithique. Non, c'est pas un bloc. Et d'autre part, il y a aussi quand même des gens qui disent qu'il faudrait peut-être un jour faire le bilan ou l'inventaire de ce qui a été fait. Parce que pour le moment, avant de proposer un programme qu'on attend, il faudrait peut-être se demander pourquoi la droite a perdu tant d'élections, pourquoi elle a échoué, et pourquoi elle a échoué, y compris sur les problèmes de chômage et de sécurité. Jérôme Sainte-Marie, un an après, on peut dire que la droite est toujours sonnée et pas vraiment à la hauteur des problèmes de la France. Son bilan n'est pas rose. Oui, le problème quand on parle de la droite et de la gauche, c'est qu'on parle maintenant d'une minorité de Français si on réduit la gauche et la droite au Parti socialiste et à l'UMP. Seuls 42% des Français se déclarent proches du Parti socialiste, 22%, 20% l'UMP. En réalité, ces deux formations sont aujourd'hui sévèrement attaquées sur l'UMP très nettement par le Front National. Le Parti socialiste, c'est moins net du côté de Mélenchon, mais quand même malgré tout, ça existe. Et on a bien aujourd'hui une espèce de vacillement du système politique français où on n'est plus seulement dans ce jeu d'alternance. Alors la gauche, on passe de l'un à l'autre, faisant des politiques qui d'ailleurs se ressemblent de plus en plus au fil des ans. Mais aujourd'hui, il y a la possibilité qui commence à être intégrée de scénarios à l'italienne ou à la grecque, c'est-à-dire d'une forme d'implosion du système politique. L'UMP, quoi qu'on en dise, est quand même assez discrédité non seulement par sa propre crise interne, mais aussi par le bilan du quinquennat précédent. Et aujourd'hui, il est possible que ce système ne soit pas totalement éternel. Alors Laurent Geoffrin, puis on passera à notre sujet. Sur la droite. La tactique de la droite, c'est de tuer le match. C'est-à-dire de ne pas laisser les choses se dérouler habituellement. C'est-à-dire d'essayer d'éliminer pratiquement, avant même que les choses se soient jouées, l'adversaire. Donc on dit, 1, Hollande est nul, 2, il décide rien, 3, quand il décide, c'est une catastrophe, le pays va dans le mur, etc. On noircit un tableau qui n'est pas rose, hein, je ne vais pas dire ça, mais on essaye de jouer l'élimination avant même qu'on ait pu jouer, quoi. Et pourquoi? Parce qu'au fond, la politique que propose la droite, elle n'est pas beaucoup plus réjouissante que celle de la gauche. Donc si on commence à les comparer point par point, on va rentrer dans un débat assez compliqué et plutôt nuancé. On va faire ça, on va faire ça. N'entrons pas alors. Il y a quand même quelque chose de frappant dans la droite. C'est que, elle, comme les médias d'ailleurs, elle suit l'opinion. L'opinion à droite, c'est très fortement radicalisé. Pourquoi? C'est ça qui est aussi intéressant. C'est que, naturellement, si la droite manifeste autant dans la rue contre François Hollande, c'est parce qu'il l'a provoqué, sur l'affaire du mariage, de la famille, etc. Mais il l'a provoqué. Et ce durcissement de l'opinion de droite a évidemment entraîné ses leaders. Ces leaders, il y a 6 mois, n'avaient pas vu que pendant 6 mois, vous auriez autant de manifestations et de défilés aussi massifs. Et donc, l'exaspération de l'opinion entraîne celle de la droite. J'ajoute que la droite, elle aussi, elle a des échéances, comme la gauche. Première échéance, c'est des élections municipales, qui ne sont que des élections locales. La suite des élections, c'est normalement dans 4 ans. Donc, pour le moment, elle travaille à ce qu'elle pourra faire. On ne lui demande pas on va pour quand demain même matin. rappeler, si vous êtes d'accord, que cet anniversaire n'est qu'une étape dans un parcours. La nation a passé avec son président un contrat de 5 ans et toute remise en cause est illégitime, bien sûr. Est-il besoin de le rappeler? Oui, vous êtes d'accord. On a le droit de critiquer. Cela dit, c'est pas la première fois, Mais on a le droit de ni critiquer. probablement la dernière. Alors merci pour cette analyse. Restez avec nous. Dans un instant, nous allons accueillir notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombault pour évoquer ensemble la politique économique du gouvernement. Chômage, déficit et croissance, c'est le triptyque qui fonde toute politique aujourd'hui. Bruxelles, vous le savez, a accordé un sursis de 2 ans à la France, mais avec un message très clair. Il faut entreprendre des réformes
structurelle. On en parle dans un instant. Mais voyons d'abord quels sont les textes et les réformes à l'agenda du gouvernement dans les prochains mois. Et les détails avec François Goulin. Pour décrire le calendrier parlementaire des prochains mois, le gouvernement use d'une figure de style bien connue. Le programme du Parlement va être chargé pendant les mois à venir. En d'autres termes, les députés de la majorité vont devoir cravacher pour que les dizaines de lois voulues par l'exécutif soient votées avant la rentrée. Il y a d'abord, par ordre de priorité, le vote définitif de l'accord sur l'emploi censé sécuriser les salariés et assouplir le marché du travail. La réforme bancaire, c'est-à-dire une séparation des activités de dépôt des activités spéculatives. Parmi les autres priorités, la refondation de l'école, la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche, ainsi que la lutte contre la fraude fiscale. Concernant la moralisation de la vie publique, seront soumis au vote la publication par les parlementaires de leur patrimoine et l'interdiction d'exercer une fonction de conseil pendant leur mandat. Le non-cumul des mandats, bien plus sensible, est lui renvoyé à l'automne. Pour arriver à boucler ce titanesque objectif législatif, les assemblées feront des devoirs de vacances. 2 sessions parlementaires sont prévues en juillet et en septembre, un procédé autrefois exceptionnel devenu récurrent. Autre rendez-vous pour les 2 assemblées cette fois, le 22 juillet à Versailles. Ce congrès examinera la réforme du Conseil supérieur de la magistrature pour y introduire davantage de magistrats et garantir ainsi une plus grande indépendance de la justice. Les gros dossiers des retraites, de la programmation militaire et de la loi Duflot sur le logement attendront la rentrée sur le pupitre des parlementaires. Et pour l'analyse de ce bilan d'étape économique, on accueille Jean-Louis Gombaud, notre chroniqueur. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Alors, sur le bilan en matière économique, chaque jour en France compte 1000 chômeurs de plus et la dette s'alourdit de 165 millions d'euros. Mais ça ne date pas de mai 2012. Certainement pas, ça date depuis plusieurs années. Le problème de fond qui se pose à François Hollande, c'est le problème de la croissance. Il faut partir, quand on regarde son programme, il part sur l'idée qu'en 2013, il aura 1,7% de croissance. Et il aura 0. Il faut se rendre compte des masses financières que ça représente. C'est-à-dire 1,7%, 0 au lieu d'1,7%, ça veut dire 15 milliards qui manquent dans le budget. 15 milliards qui manquent dans le budget. Et évidemment, avec les conséquences sur l'emploi que l'on peut imaginer. Par ailleurs, il n'y a pas de redressement, puisqu'en 2012, la croissance, c'est 0. Et en 2013, la croissance sera également 0. Et les perspectives sont assez grises, parce que lorsque M. Hollande, son gouvernement, dit à la Commission européenne qu'en 2015, il va faire 2,5% de croissance, en 2014, il fera 2% de croissance, on ne voit pas comment il peut passer de 0, 2 années de suite, à 2%. Il faudrait un bond absolument spectaculaire dès les débuts de l'année 2014 que l'on ne voit pas venir. Mais si vous regardez également le programme, les engagements qu'il a pris pendant la campagne électorale, on reproche beaucoup à François Hollande d'avoir augmenté les impôts. Et évidemment, il les a beaucoup augmentés sur les entreprises et également sur les ménages. Mais quand on regarde ces engagements, on s'aperçoit que le taux de prélèvement obligatoire qu'il avait prévu pour 2013, c'est exactement le taux de prélèvement obligatoire qu'on aura en 2013. Donc il n'a pas trompé. Il a dit « j'augmenterai les impôts » pour pouvoir financer mon programme. C'est vrai qu'au bout du compte, il lui manque 15 milliards. Pour retrouver évidemment dans le déficit budgétaire de 2013, puisqu'il a dit je ferai 3% de déficit en 2013. Il ne fera pas 3% de déficit en 2013, il fera 3,9, peut-être 4% de déficit en 2013. Donc, à la base, le problème c'est il y a au départ une sous-estimation de la crise, qui me paraît tout à fait naturel. Vous êtes en campagne électorale. Vous disiez tout à l'heure, Laurent Geoffrin, la droite veut tuer le match. Ben lui, il voulait tuer Sarkozy. Donc tout était la faute de Sarkozy. Et évidemment, il ne pouvait pas dire le problème c'est la crise. Le problème c'était M. Sarkozy. Et à partir de là, il y a une sous-estimation de la crise et dans laquelle maintenant, eh bien, il se trouve un peu ligoté. Oui, mais face à cette situation économique dégradée, le gouvernement répète à l'envi que tous les outils, les mesures, on va dire, sont désormais sur la table. Les contrats de génération, les emplois d'avenir, l'accord sur la sécurisation de l'emploi, le crédit impôt compétitivité, les fruits vont arriver. C'est ce qu'il se dit. Pourquoi s'agiter, puisque de toute façon, les choses vont changer. Nous avons 4 ans devant nous. Et donc, inutile de vouloir transformer, réformer. D'ailleurs, même la Commission de Bruxelles nous accorde 2 ans de plus. La question, c'est, oui, mais
les conséquences des déficits qui ne sont pas le chômage, mais les conséquences des déficits budgétaires, donc les finances publiques, donc les impôts, conséquences du déficit extérieur sur la croissance française et donc sur la création d'emplois, ça c'est du concret. Est-ce qu'on n'est pas en train de décaler encore de 2 ans ce qu'il faudrait faire? Alors, ce sursis est très important. Dans la tête de Hollande, c'est assez amusant, après avoir été dans la tête de Sarkozy. C'est très amusant. Moi, je crois que vous lui prêtez un peu des sentiments à la Chirac. C'est vrai que Chirac, le Corrézien, disait un peu ça. Pas la peine de finalement réformer. C'est le grand mouvement de l'histoire qui entraîne tout ça. Je suis pas sûre que Hollande soit vraiment un Corrézien aussi, comment dire, passif ou... C'est un Corrézien de résigné. Non, moi je pense qu'il est décidé à cette histoire de pacte de compétitivité. Je crois qu'il est décidé à le mettre en œuvre, mais qu'il sait que c'est très long, qu'il a énormément de résistance, encore une fois, parce qu'il a une majorité de gauche et qu'il faut drôlement la faire évoluer et que personne ne l'a vraiment éduqué, cette gauche. Personne ne lui a fait la pédagogie jusqu'à présent. C'est pas Mitterrand qui l'a faite et c'est pas dans l'opposition que ça a été fait. Donc maintenant, il faut la faire et très durement. Je ne pense pas qu'il puisse se contenter, se contenter de penser que la croissance va revenir du ciel. Ça n'existe plus. La manne qui arrive des États-Unis, on sait très bien que si la croissance revient, c'est la consommation qui repart et c'est des produits d'importation qu'on achète, donc c'est pas comme ça. Ça, il le sait quand même. Alors je reviens. Il a quand même fait HEC Léna, il a appris des choses et puis il a appris des choses au contact. Je reviens au sursis de Bruxelles. Laurent Geoffrin, Paris bénéficie donc de 2 ans de plus pour réduire son déficit public. Il y a eu un communiqué victorieux de Bercy au moment où on a appris cette nouvelle, mais le cadeau n'est-il pas empoisonné? Je ne crois pas du tout. D'abord, c'est pas un... Parce qu'on a interprété ça comme une faveur faite par Bruxelles à la France. Mais c'est d'abord un aveu d'échec pour Bruxelles. Ah bon? Pas pour nous? On ne peut pas réduire plus vite notre déficit? Attendez, je vais y venir. Mais je vais expliquer l'aveu d'échec. La Commission et les principaux responsables européens, depuis maintenant plusieurs années, nous expliquent qu'il faut d'abord et avant tout réduire les déficits. Tout le reste viendrait après. Et donc c'est ce que beaucoup de gouvernements ont commencé à faire, ce qui fait qu'on a mené des politiques d'austérité simultanées sur tout le continent. Comme l'ont dit beaucoup d'économistes, mais personne ne les a écoutés, parce que les certitudes de la classe dirigeante sont difficiles à entamer, cette politique-là, qui était imposée par l'Europe, conduisait immanquablement à la récession. Ça s'est produit. On avait dit que ça se produirait. Ça s'est produit. La Commission s'aperçoit que c'est une catastrophe. Que ce qu'elle a demandé aboutit à une catastrophe. Il y a une catastrophe qui fait qu'il y a 20 millions de chômeurs et plus en Europe, qu'on sacrifie une génération entière dans toute l'Europe du Sud, et que les déficits se réduisent très peu. C'est normal, puisqu'il n'y a pas de recettes. Et quatrièmement, que sur le plan politique, ça devient ingérable. Puisque vous avez maintenant un parti nazi en Grèce. C'est un aveu de faiblesse de la Commission européenne? C'est un aveu d'échec, cinglant. Ça veut dire que tout ce qu'ils disent depuis 4 ans est faux. Ils se sont trompés complètement. Jean-Louis Gombault, sur ce point, pardonnez-moi, mais nous sommes en récession, on nous accorde du temps pour réduire les déficits, c'est officiel, on a rejoint les États Club Med, les pays du sud de l'Europe. On a plus de 3 millions de chômeurs, il en faut combien pour que la Commission se rende compte que cette politique est mauvaise? À 5 millions, il faut qu'il faut... On a payé la guerre du Mali, on est les seuls à s'être engagés, et ça valait bien peut-être une toute petite récompense de la part des pays européens qui n'ont rien fait. La Commission européenne ne renonce pas à l'objectif. Elle renonce aux moyens. Voilà, non, le timing. Le timing. Moi, je pense que... Non, mais effectivement... Elle a reconnu à moitié son échec. Il lui manque de reconnaître l'autre moitié. Je pense qu'il y a une prise de conscience, effectivement, que à tout accélérer sur la question de l'austérité et de la rigueur, ça pose un certain nombre de problèmes. Bon, dire que les économistes qui disaient ça n'étaient pas écoutés, c'est un petit peu excessif, à mon avis. Mais je pense aussi que c'est une victoire de Hollande par rapport à sa propre majorité. Parce qu'en réalité, il démontre dans cette affaire que la cabale qui a été organisée à l'intérieur du Parti socialiste pour taper sur l'Allemagne, faire le forcing, faire des choses un peu spectaculaires, c'est pas comme ça que ça marche en Europe.
Et lui-même en avait fait d'ailleurs l'expérience au début de son mandat, lorsqu'il est arrivé un petit peu en disant « je vais modifier l'Europe, changer l'Europe, faire un plan de relance européen », tout ça n'a pas marché. Lorsqu'il l'a fait de manière un petit peu trop médiatique, tout ça n'a pas fonctionné. Et il est parti sur son idée qu'au bout du compte, cette histoire, la vérité économique, finira par gagner. On finira par me donner du temps. Il faut absolument que je montre que je suis impeccable, irréprochable sur le problème de la détermination des déficits. Au bout du compte, j'y arriverai pas, mais au moins j'aurai donné cette apparence et ils me donneront du temps. Et c'est ce qui s'est passé. Cela dit, ce temps qui est donné, ce sursis qui est donné, ne signifie pas que nous ne sommes pas toujours sous surveillance. Oui, c'est pas une carte blanche. C'est pas un passeport pour être la cigale dans l'Europe. Voilà, on enlève le carton rouge, mais on ne donne pas carte blanche. Et donc, effectivement, ça c'est sûr. Mais je vais dire par là qu'on est toujours sous surveillance de nos partenaires. Pardonnez-moi de me faire l'avocat du diable, François Torciel, mais accorder 2 ans à un pays qui est drogué par la dépense publique, est-ce que ce n'est pas entretenir le vice? Mais par rapport à nos voisins, Je dis que je faisais l'avocat du diable. Oui, bien sûr, l'avocat du diable, si l'on veut. Mais enfin, quand on écoute Laurent Geoffrin, on a l'impression que nous, Français, nous avons raison contre les autres. Et alors que les Méditerranéens ont raison contre les autres. Sarkozy disait la même chose que Hollande sur la croissance. Mais bien entendu, sur la croissance, oui. La question est que l'Allemagne, pour ne prendre qu'elle, qui a 700 milliards de créances sur tous ses voisins, notamment nous-mêmes, a un chômage qui est à la moitié du nôtre. À la moitié du nôtre. C'est vrai qu'elle a aussi des problèmes de croissance et de récession, l'Allemagne. Mais les chiffres sont très différents, ce qui expliquera d'ailleurs que les élections en Allemagne ne soient pas jouées comme le croit, ou comme voudrait le croire, le Parti socialiste. Et donc, effectivement, ne pas croire que nous avons raison contre les autres. Il y a une Europe du Nord qui ne fonctionne absolument pas comme nous. Il pense que la stratégie de François Hollande a gagné par rapport au pouvoir conservateur en Europe. Elle a gagné, elle a marqué un point. En tout cas mais c'est pas tellement l'essentiel de savoir si la France a eu raison ou tort. Ce qui est clair, c'est que la politique qui était menée à l'échelle du continent ne marche pas. On l'a reconnu officiellement, puisqu'on abandonne les objectifs. On les repousse d'au moins 2 ans. Donc ça veut dire que ça ne marche pas. Et s'il y a d'autres traitements avant de mourir guéri. Parce que si la guérison, c'est le zéro. On refuse de voir. Mais il n'y a pas que les Français. C'est ce que nous disons, nous, Français. Mais quand nous sommes parmi les 27, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est ce que nous, le Premier ministre espagnol. Oui, naturellement, oui, bien sûr. Non, les Espagnols, les Italiens, les Grecs, les Chypriotes pensent comme nous. Et les Hollandais. Et les Portugais. Et les Hollandais. Oui, mais toute l'Allemagne et l'Europe du Nord, non. Si. Reprenez les déclarations du Premier ministre hollandais, dont j'ai oublié le nom. Mais enfin, cette déclaration était très claire. Il a dit l'austérité, maintenant, ça suffit. On arrête. On relance. Mais l'austérité en soi n'est pas une politique. Nous le savons bien. Que on sait bien pourquoi on l'a fait. Alors, mais parce qu'il faut bien rétablir les finances publiques. Autrement, on ne s'en sort pas. Il y a 2 manières de le rétablir. Soit par la déflation, donc avec une récession et un chômage massif. Il y a une autre manière, c'est de prendre un calendrier plus long et de maintenir autant que possible un peu de croissance. Ça rend plus facile les remboursements. C'est ce que font tous les autres pays, sauf le continent européen. L'erreur des Français, c'est d'avoir dit, sous prétexte de faire mieux, plus vite, plus loin que Sarkozy, en 2013, nous serons à 3%. Et naturellement, on n'y est pas. S'il n'avait pas dit, il aurait été sanctionné. Sarkozy disait la même chose. Oui. Mais il disait, Hollande, en arrivant, a dit, nous ferons mieux que lui. Bien sûr. À 3%. Je dis simplement, précisons que François Hollande, dès vendredi après-midi, a bien dit que le programme de rigueur continuait. C'est-à-dire qu'il continue. Alors, soit il fait semblant, ça c'est une chose. Parce qu'il n'aura pas à faire 15 milliards de plus de prélèvements, c'est ça qu'il veut dire. Voilà, exactement. Mais il continue le programme de rigueur sur les années qui vient, qui est confirmé. De toute façon, il faudra bien rembourser cette dette un jour. Mais le débat sur la politique européenne est plus large que ça. Je propose de conclure cette première partie de notre édition spéciale, peut-être par cette phrase de Sir Winston Churchill qui disait « Le succès vient de la capacité d'aller d'un échec à l'autre sans perte d'enthousiasme ». François Hollande peut espérer que cette maxime de l'ancien Premier ministre britannique se révèle exacte. C'est le plus important. L'envie, il faut donner envie. Oui, tout à fait. Et il donne envie. C'est vrai que dans l'intimité, c'est un personnage qui est plein de drôleries quand il le veut. Vous le connaissez dans l'intimité, oui. Il est entré dans sa tête, alors évidemment, encore mieux que dans celle de Sarkozy. Vous êtes d'accord, on peut conclure par cette maxime? Je ne sais pas qui a dit, au fond, tout a toujours très mal marché.
marché. Alors je crois que ça s'applique absolument à tous les présidents. Pourvu que ça continue, n'est-ce pas? Merci beaucoup en tous les cas d'avoir été nos invités. Merci Jean-Louis Gombault, François Dorcival, Laurent Geoffrin et Christine Claire. Merci à vous. Hervé Baudry, je vous garde. Mais oui. Bien sûr, on continue. Alors la suite de cette édition spéciale consacrée à la première année de présidence Hollande avec, vous allez le voir à présent, un double regard. D'abord, le regard de l'histoire. Vous nous l'avez rappelé, c'est important, avec le temps long. Et vous le verrez, un regard aussi décalé et amusé. Mais d'abord, retour sur la première des différents présidents de la Ve République avec Mélanie Bontemps. Les 1 an, un moment difficile pour les présidents de la République. En 82, François Mitterrand opte pour un déjeuner rue de Solferino et une soirée-concert. Jacques Chirac pour une échappée en Corrèze. Mais aujourd'hui, l'heure n'est pas à la célébration pour François Hollande qui compte 74% de Français mécontents. Et pour cause, à la même période, Valéry Giscard d'Estaing n'en compte que 33% et peut se vanter de l'adoption de mesures phares. Majorité abaissée à 18 ans, légalisation de l'avortement, contraception facilitée, réforme de l'ORTF et du Conseil constitutionnel. 7 ans plus tard, Mitterrand est presque aussi populaire. Il en profite pour abolir la peine de mort, augmente le SMIC de 25%, instaure une 5e semaine de congés payés, les 39 heures et la retraite à 60 ans. La première année de Jacques Chirac est marquée par la montée du FN au municipal. D'importants mouvements sociaux en réponse à la réforme de la sécurité sociale nuisent à la popularité du président nouvellement élu. Enfin, l'ère Sarkozy annonce le ralentissement des mesures d'ampleur et la montée des tensions sociales. 1 an après son élection, le président compte déjà 64% de Français mécontents et prône la sobriété, préférant renoncer à la grande fête organisée en son honneur Salgavo. Avec un séminaire gouvernemental en guise d'anniversaire, François Hollande évite tout soupçon de futilité, sans pour autant redonner espoir pour l'année à venir. Et on accueille sur notre plateau l'essayiste Alain Gérard Sama. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, l'historien Jean Garrigue. Bonsoir. Bienvenue Bruno Gassio. Bonsoir. Bienvenue, cofondateur du collectif Roosevelt. Et vous avez aussi été durant de longues années, bien sûr, auteur au Guignol. Avec nous également Gérald Dahan. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, humoriste, imitateur. Vos canulars téléphoniques font trembler beaucoup de monde. Et ça continue. Alors messieurs, nous sommes en train de faire un bilan d'1 an. Mais le vrai bilan d'une action, Alain Gérard Sama, d'une pensée, d'une vision, ça ne se fait pas au bout de 12 mois. Ça ne se fait pas au bout de 12 mois. Est-ce que ça s'est fait même au bout de 5 ans lors du quinquennat précédent? C'est un peu le problème aujourd'hui, c'est que l'illisibilité du paysage politique empêche d'avoir de la cohérence dans les programmes et dans la définition des projets. Ça, c'est la première remarque que je ferai. C'est pas du tout pour exonérer l'actuel président, évidemment, de sa responsabilité personnelle. Hein, ça, c'est absolument évident. L'autre chose que je pense aussi évidente, c'est que quand on a une majorité aussi divisée, la droite, et je parle sous le contrôle d'un spécialiste d'avis parlementaire en France... Alors, c'est pas Gérald Dahan, c'est Jean Garrigue, parce que vous regardez voilà. Un peu de son côté, non, il a eu peur. Non, je regardais pas... Je regardais... mais vous savez bien que en fait, je regardais dans la direction de la meneuse de jeu. Et donc, la droite est unie au pouvoir, autour du chef. C'est sa nature. Elle est divisée dans l'opposition. Bon, la gauche, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'elle s'unifie relativement dans la conquête du pouvoir, bien sûr, puisqu'elle y aspire ardemment. Et puis quand elle est au pouvoir, les familles politiques, qui sont 4, 5, innombrables, sont tellement divisées. Ils sont divisés sur l'Europe, sur la politique économique. Ils sont divisés même sur les réformes sociétales. Ça fait beaucoup de choses tout de même. Et même sur les institutions aussi, puisque... donc je pense que c'est une situation qui était immaîtrisable pour François Hollande. Bon. Oui, Jean Garrigue, puisqu'on parle du temps long dans le monde d'aujourd'hui, Twitter, de l'info éclair, comment un responsable politique peut-il marquer son temps? C'est vrai qu'il y a un décalage de plus en plus important entre le temps des médias et celui du politique. Le temps des médias, c'est celui de l'immédiateté, c'est donc le temps de l'opinion. Le problème pour François Hollande, c'est un problème qu'on connaît déjà depuis l'époque Sarkozy, voire même depuis l'époque Chirac. C'est de remplir comme ça une sorte de contrat moral qui est lancé au moment d'une campagne électorale. Mais comme le disait Alain Gérard, voilà, la gauche, elle est divisée. Elle l'a montré d'ailleurs au moment des primaires. On voit très bien qu'il y a plusieurs gauches. Et depuis les années 80, la gauche n'a toujours pas réussi à trouver un programme. C'était normal que François Hollande se retrouve face à des difficultés insurmontables,
puisque son programme, c'était simplement un programme de rupture avec Nicolas Sarkozy, et toute l'ambiguïté reposait, me semble-t-il, sur ce qu'était la forme de cette rupture. Et je reviens à l'histoire. Bruno Gassio, à travers votre collectif, vous dites Roosevelt. Roosevelt a été l'un des rares politiques dans l'histoire à s'être remonté à la hauteur des crises. Il a eu le courage d'aller contre les idées reçues, les tabous. Vous voyez un peu de Roosevelt en Hollande? Il y a deux choses pour... non, malheureusement pas assez, mais il y a deux choses. Slama dit que la gauche est divisée au pouvoir. Mais en fait, quand on arrive au pouvoir, on est de droite. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes idées qui arrivent au pouvoir, et les idées qui arrivent au pouvoir sont de droite. Non, mais c'est une malédiction pour le monde. C'est parce que le courage manque, et le temps manque aussi. Et quand on arrive, on est presque obligatoirement centriste. J'ai l'impression qu'on arrive et que la réelle politique fait que on a l'impression qu'il ne faut rien toucher. Roosevelt, auquel on se réfère depuis 2 ans, est quelqu'un qui arrive en 1933 et qui dit on va changer les choses. Par exemple, la séparation des banques d'affaires et des banques de dépôt, qui aujourd'hui partit dans les limbes, on ne sait plus qui veut faire quoi. Lui, il l'a fait en 5 jours. En 5 jours, il a dit aux banquiers, on ferme, on sépare. Les activités de spéculation ne sont plus couvertes par l'État. Point. C'est fini. Et les banques ont hurlé. On va fermer, vous foutez l'économie par terre, c'est une catastrophe. Et puis, ils sont adaptés, et ça a fonctionné comme ça pendant 40 ans. Et puis, les libéraux arrivent en 80, ils enlèvent toutes les règles, et aujourd'hui, moi je pense, et on est un certain nombre, 100 000 dans le collectif Roosevelt aujourd'hui, à penser qu'il faut remettre des règles. Il faut remettre des règles strictes. Et ces règles, on en parle depuis 2 ans, on en a parlé avec François Hollande, on en parle avec ses conseillers, on en parle avec des gens de Matignon. Ils nous disent tous oui, et rien ne se passe parce qu'il y a probablement une malédiction quand on arrive au pouvoir. On devient de droite, on se fige. Je ne sais pas ce qui se passe. Gérald Daron, je ne sais pas si vous avez rejoint le collectif de Bruno Gassio, mais est-ce que vous gardez espoir que François Hollande tombe le masque et qu'apparaisse Franklin Delano Roosevelt derrière? Vous avez un appel peut-être de décrocher. Allô François? Je peux pas te parler. Ouais, je peux pas te parler, je suis à la télé. Je dis du bien de toi. Ouais. Tu seras le seul. Non, moi c'est surtout, je suis assez surpris en fait, parce que quand Sarko a perdu, je me suis dit, en tant qu'humoriste, j'ai perdu mon personnage principal, il me fournissait à peu près de quoi faire 3 sketchs par jour, et je me disais, ça va être difficile peut-être avec Hollande. C'est vrai que c'est pas le même rythme, hein. C'est comme si on passait d'une Ferrari à une Kangoo d'un coup. Hervé Baudry me disait la même chose. Hein. Moi j'avais le petit énervé, alors je dessine toujours même en train de courir avec Fly Emirates. Et Hollande, c'est très compliqué. C'est compliqué, mais en fait, pas tant que ça. Alors moi, c'est le petit scarabée. Maintenant, je suis une fille rentrée de Chine, il est très zen et tout. Surtout, rien ne l'accroche sur lui. C'est un an, là, déjà. Enfin, moi, je ne m'attendais pas à autant de matière. Arnaud Montebourg, le ministre du redressement judiciaire. Manuel Valls, ministre d'ouverture de droite. C'est vrai. C'est un sujet pour vous. C'est formidable. Avec c'est génial d'ailleurs. Ah oui. Et puis Valérie, je sais pas quoi faire, c'est génial. Mais Hollande n'est pas si statique que ça. Il fait de la godille constamment. C'est une métaphore qui me paraît avoir un certain sens devant les écueils qui sont multipliés. Introduisons une dose de sérieux dans ce débat. Mais c'est plus sérieux. Une dose de sérieux. Je m'attendais surtout pas à un changement le changement de slogan. En fait, c'est pas le changement ce matin, c'est le changement, c'est dans 2 ans. Il l'a dit d'ailleurs à sa première conférence de presse. Il l'a dit en septembre. Il a dit le changement, c'est dans 2 ans. Donc je crois que c'est un petit peu ça aussi le problème. C'est que dans cet espoir de maintenant, on s'est dit, tout le monde s'est dit, bon bah ok, ça va être immédiat. Vous avez tout à fait raison, c'était 2 ans l'effort et ensuite c'était le redressement. Mais l'effort, construire une politique pour l'avenir. Effectivement, ça prend du temps. Mais il y a aussi, ce que veulent les gens, c'est qu'on règle le présent. Et dans le présent, il suffit juste de pouvoir appliquer des lois. Je prends par exemple la loi paritaire salariale entre hommes et femmes. C'est une loi qui existe. Il n'y a eu que 2 sociétés en 1 an qui ont été sanctionnées. Je veux dire, en 1 an, ils ont sanctionné que 2 sociétés. Alors que ce serait un changement radical que de pouvoir donner du pouvoir d'achat à ces femmes-là qui travaillent autant que des hommes. On parle de l'éducation. Je veux dire, l'éducation, c'est aussi les parents qui éduquent leurs enfants. Il y a 1 divorce sur 3 en France. Il y a beaucoup de femmes qui ont leurs enfants à charge. Voilà, ça serait immédiat, ça, non? Oui, mais
C'est une malédiction peut-être, mais il y a une erreur de diagnostic au départ extraordinaire. Il y a 2 ans, la droite et la gauche tablaient sur 1,7 de croissance, 2,5 de croissance. La croissance baisse depuis 40 ans en France. C'est pas compliqué. Depuis 40 ans, ça baisse. Depuis les années 60, on est passé de 6,4 et par décennie, ça baisse. Et la dernière décennie, on était à 0,5. Celle qui s'enclenche, elle va être en récession. Il va falloir commencer à imaginer peut-être qu'il n'y aura pas de croissance. Vous allez la ramener, notre croissance? Mais on ne faut pas la croissance. La croissance, il n'y en aura plus. Il n'y aura pas de croissance pendant encore quelques... Donc on va vivre en mode de décroissance. On peut vivre en décroissant, on peut vivre différemment. Et il y a plein de réformes que l'on peut faire sans croissance. Il faut travailler dans ce cas-là 32 heures. Il faut travailler probablement moins, il faut répartir le temps de travail, il faut probablement imaginer des choses différentes. Non mais je sais. Non mais s'il n'y a plus de croissance à espérer, alors je m'étonne que fait l'Allemagne. L'Allemagne est sans croissance et l'Allemagne a des salaires à 400 €. Il faut arrêter de présenter l'Allemagne comme étant un exemple. Ils ont fait le Kurzarbeit, qui est quelque chose de très bien chez les Allemands. Depuis jeudi, ils sont dans la rue. Mais chez les Allemands, il y a des millions et des millions et des millions de gens qui vivent avec 400 €. J'entendais hier, il y avait un débat, je crois que c'était sur une autre chaîne, où une Allemande disait, oui, en fait, on a moitié moins, donc on fait mieux. Et puis quelqu'un lui a quand même fait remarquer que c'était depuis Schröder, c'est lui qui a mis ça en place, un socialiste, il a mis des petits emplois. Et quelqu'un lui a fait remarquer, il a dit, oui, mais ça, c'est le revers de la médaille. Et le revers de la médaille, moi, j'appelle pas ça un revers de la médaille, j'appelle ça une honte. C'est des gens qui vivent avec 400 € par mois. Donc oui, c'est des emplois, mais ils vivent avec 400 € par mois. Chez nous, c'est 470 sans rien foutre. C'est quand même mieux. Nous avons une quantité beaucoup plus grande de chômeurs. Nous, c'est 10%, eux, c'est 5%. Oui. Ça résout le problème, quand même, en partie, le problème du chômage. Je vous ferai remarquer qu'on ne compare pas des sociétés qui sont très différentes. Le logement en Allemagne est beaucoup moins cher qu'en France, beaucoup moins cher. Bref, si on entre dans ces détails-là, on est perdu. C'est pas un détail, moi, ce que je veux dire, très bien pour le logement. Je veux dire les Hollandais l'avaient fait avant. L'Allemagne a eu l'intelligence de prévoir des exportations, une économie d'exportation orientée pas seulement vers l'Europe, dont elle prévoyait la crise, mais en dehors de l'Europe. Volkswagen récemment vient de passer avec les États-Unis un accord qui lui permet de verser 10 000 € à la fin de cette année à ses salariés, à la fin de l'année dernière. Non. Oui. Non. Tu n'es pas blanc, tu n'es pas noir. C'est un peu réducteur. Je vous l'avoue, c'est pour passer la parole à M. Jean Garrigue. n'est pas un modèle pour la France, mais je ne suis pas d'accord avec le climat de l'histoire. Toujours les derniers. Pas du tout. Non. Simplement, on a affaire à quelque chose qui dépasse la crise de 2008. C'est une mutation des sociétés industrielles. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus depuis 40 ans. On nous annonce le changement dans une campagne électorale. Le changement, c'est maintenant. Et on voit très bien que le changement n'était pas prévu. On voit très bien que ce qui était prévu, c'était une gestion de la crise, un peu comme l'avaient fait les libéraux conservateurs et qu'elle est faite par des sociaux-libéraux que représente la ligne de François Hollande. C'est là qu'il y a eu un malentendu et c'est là surtout qu'il y a un déficit d'incarnation. Je reviens à ce que disait Bruno Gassio. C'est vrai que le mérite de Franklin Roosevelt, qui n'a pas finalement très bien réussi à surmonter la crise de 1933 et qui n'a dû son salut qu'à la guerre. Mais son mérite, au moins son mérite, les résultats sont quand même très discutés par les historiens, mais son mérite, ça a été au moins de fédérer son peuple. Ça a été d'incarner un volontarisme collectif, un volontarisme national. C'est vrai, et là, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Comment on peut trôner dans le panthéon imaginaire des Français? Déjà en étant capable d'incarner une volonté politique, déjà en n'étant pas dans une contradiction totale entre ce qu'a été la campagne électorale et ce qu'est la politique d'aujourd'hui, déjà en étant capable de donner une ligne à sa famille politique, ça ce serait déjà quelque chose. Et je pense qu'il y a beaucoup de signes, beaucoup de symboles qui n'ont pas été donnés dans cette et que ce qu'on a appelé la présidence normale, c'est une présidence médiocre. Voilà. Ça, c'est un problème. C'est un peu sévère, non? Je dis médiocre au sens de quelque chose de médian, de quelque chose qui n'a pas de relief. Si je peux me permettre. C'est une présidence sans cohérence. C'est ça qui est fondamental. Quand vous dites on va pratiquer, par exemple, un choc fiscal de compétitivité, et que vous assommez tous azimuts, où est la compétitivité? Quelle place lui est donnée? Il n'y a jamais dans la politique de ce gouvernement de cohérence. Mais non, mais je ne suis pas contre l'austérité, je n'ai pas d'a priori. Je dis, il y a un manque de cohérence. Il y en a eu un dans la politique de Sarkozy, et il y en a un encore plus. Il y en a, mais oui, mais on ne peut pas commenter sereinement, enfin, de façon crédible ce qui se passe.
d'être équitable envers François Hollande, c'est pas évidemment pour que je laisse la porte ouverte à une inéquité à l'égard de son prédécesseur. Mais il y a dans la politique de François Hollande un manque de cohérence, un louvoiement. Je parlais de Gaudi tout à l'heure, je vous assure, c'était très exactement ça. C'est-à-dire en fonction des écueils, il va à droite, il va à gauche. Vous avez montré des documents tout à l'heure à propos du mariage pour tous, où il disait, oh bah évidemment, la conscience ça existe, et les maires pourront faire. Et puis au final, le premier, bien sûr. Ce que les gens attendent, c'est les urgences sociales. C'est peut-être le comble de l'habileté qui lui permet de faire passer ces réformes aux yeux de son propre parti, mais au regard du pays, il n'est pas convaincant. Et ce que je voudrais dire, vraiment, qui est très important, c'est que le reproche qui est fait à Hollande, c'est moins sur ses résultats et son absence immédiate de résultats qui lui est adressé, que sur l'incohérence des moyens dont il use pour y parvenir. Le sens, je suis d'accord, c'est le sens, mais Sarkozy, une présidence de droite, c'est vrai que tout le monde est groupé derrière le chef, et ils sont en gros d'accord avec le libéralisme pour laisser faire, en gros. Et ils vont dans ce sens-là. Donc il y a une grande cohérence. Du chef, bonapartiste. Voilà, il y a quelque chose de ça. On tient les troupes. C'est pas bon pour vous? Oui, ça peut être bon. C'est pas le problème quand on tient les troupes, ça dépend où on mène les troupes. Le problème n'est pas que François Hollande ne tienne pas les troupes, mais on ne sait pas où il veut aller. C'est vrai, quand il arrive avec une politique de gauche au pouvoir, on attend une politique de gauche. Personne ne lui en voudrait. Gérard Slama ferait sans doute la gueule, mais au moins ce serait cohérent. Et il dirait, je ne suis pas d'accord, mais il y a une cohérence. Il fait une politique de gauche et il est élu pour ça. Je suis naturellement aussi gay. Attendez, moi je me souviens. Je me souviens avec, on vous avait interviewé avec d'autres médias avant la campagne. Vous aviez l'œil qui brille, vous étiez plein d'espoir pour cette. Qui brille toujours, mais brille-t-il toujours pour François Hollande? Moi, je ne suis pas en opposition à François Hollande. Je l'ai soutenu, je le soutiens encore. C'est simplement, je rappelle que ces urgences sociales qui ont été dites, en même temps, je le vois avec ces petits points musclés là, sur l'image. Parce que, du coup, mon imitation a évolué aussi sur François Hollande, c'est vrai. Gérald, regardez la caricature d'Hervé. Je le vois, et comme ça, tout le temps, il dit, moi, président de la République. C'est toujours moi. Oui, toujours inquiet de savoir si c'est moi. Je suis là, vous avez vu, je ne sais pas quoi faire de mes mains exactement. Alors, c'est pas facile d'avoir deux mains droites. J'ai un problème de crédibilité. Alors, je suis allé voir les plus grands de ce monde. Je suis allé voir Vladimir Poutine. Je suis allé voir Barack Obama. En vrai. Je suis allé voir Angela Merkel. Il y a un problème de ça, de crédibilité. On se dit, voilà, est-ce qu'il y est allé et voilà, est-ce qu'on change un homme? C'est-à-dire que tout ce qu'on peut dire. Moi, je suis un peu. J'ai voté 2 fois pour lui, moi, donc je me permets. C'est pour ça que j'ai voté au premier, au deuxième tour. Mais j'aurais pu voter différemment au premier tour. Il m'a fait changer d'avis au Bourget en disant j'ai un adversaire, c'est la finance, et on va s'en prendre à ça. Et sur les paradis fiscaux, par exemple, ils ont commencé à faire des choses qui sont, ne serait-ce que publier ses comptes et le nombre de trucs. Non, parce qu'en fait, les filiales des paradis fiscaux, ils les avaient déjà. Donc, ce qui changerait vraiment, c'est s'ils disaient aux banques, vous ne travaillez plus avec les paradis fiscaux. Voilà. Ça, c'est un changement. Ça, il peut le faire tout de suite. Et ça, il peut le faire tout de suite. Absolument. Voilà. Donc il ne le fait pas. C'est pour donc ça nous agace. Oui, mais il a dit qu'il allait le faire. Et au bout d'1 an, c'est difficile de lui dire tu l'as pas fait. Mais par contre, il faut lui rappeler qu'il a dit qu'il faut le faire. C'est ça. Il peut jouer sur les marchés publics et dire plus de marchés publics aux entreprises qui ont des filiales dans les paradis fiscaux, tout simplement. Je vois déjà 3 éléments qui expliquent Hollande par le mimétisme par rapport à Mitterrand. Quand vous avez d'ailleurs fait tout ces gestes, c'était Mitterrand, ça, qui faisait semblant de chercher ses mots, n'est-ce pas? Et puis, il était là, et qui prenait à témoin, mais... Il ne sait pas exactement... On se dit, est-ce qu'il sait comment terminer sa phrase? Et en fait, non. Oui, Mitterrand, ça lui t'a mieux. L'autre élément, c'est évidemment la détestation de la finance, alors que je ferai remarquer une chose, c'est que les 2 ans de délai qui nous sont accordés, c'est sous condition de compétitivité et de réformes et de désengagement de l'État. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas croire que l'Europe renonce à son projet. Non, mais parce que j'ai entendu cette interprétation ici
s'y mettre. Le troisième élément que je voudrais donner par rapport à Mitterrand, Mitterrand a lancé dans les pattes de la droite, évidemment, le Front National, et puis évidemment aussi le vote immigré communal, municipal, qu'il n'a jamais fait voter. Mais Hollande a lancé le mariage pour tous, à mon avis aussi, dans les pattes de la droite pour mettre en difficulté la droite par rapport à la modernité. C'est un troisième parallèle qu'on peut établir. Gérald Dahan et Bruno Gassion, on parlait tout à l'heure du discours du Bourget. Pourquoi il y avait des envolées lyriques et puis historiques incroyables? Pourquoi François Hollande ne convoque-t-il plus l'histoire? De Gaulle, c'était l'histoire. Des envolées lyriques, hein. C'est quelque chose de très pragmatique. C'est une vraie politique. Pour nous, c'était rooseveltien. C'est-à-dire que c'est une vraie politique qui dit la finance est devenue folle. Il y a une finance qui est devenue complètement folle. Aujourd'hui, les encours des banques, c'est 8 000 milliards et il n'y en a que 10% qui revient dans l'économie réelle. Donc, simplement, on va essayer de s'en prendre à ces gens-là. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver tout de suite et qu'il suffit de faire 1 plus B et tout s'arrête. Ça veut dire, l'objectif, c'est de remettre les entreprises au milieu, les PME, redonner aux PME du souffle en injectant de l'argent. Pourquoi les banques le feraient? Mais c'est pas déshonorant dans un discours d'avoir des références historiques, c'est ce que je voulais dire. Oui. Il y en a moins. De Gaulle, c'était l'histoire. Valéry Giscard d'Estaing, il plaçait l'Europe dans l'histoire. Cela dit, François Mitterrand, je rappelle quand même, puisque c'est un peu mon rôle ici, mais je rappelle quand même que François Mitterrand arrive avec un discours contre la finance, et 2 ans après, c'est le tournant de la rigueur, et que la deuxième présidence de François Mitterrand s'abîme dans précisément des affaires, des scandales qui montrent à quel point même l'entourage mitterrandiste est lié à ce monde de la finance. Donc il y a quand même, là aussi, il y a des précédents historiques. Et d'ailleurs, le 23 mars 1983, à 11h du matin. Voilà, c'est ce jour-là où il a dit, voilà, exactement ça, je fais ça. Pour rester dans l'histoire, la critique et la détestation de la finance n'est pas la propriété de la gauche. Hein. C'est une idée qui est de droite aussi bien. Et là-dessus, il y a un accord. Le bilan de François Hollande, on peut faire aussi le bilan de ses caricatures et de sa marionnette. Excusez-nous Bruno Gassion, mais on va passer un extrait des Guignols. Ils sont très bons en ce moment. Avec cette parodie de clip. Alors, on flippe. Regardez. Dit pression, qui dit voter, dit branler. Qui dit PS, dit prend une veste. Qui dit Jospin, dit Gadin. Moi je dis je veux pas finir comme lui, j'ai trop peur. Qui dit 2002 dit déroute, qui dit île de Ré dit paumé. Qui dit 2007 dit échec, mais revoilà dans le Poitou à gérer 30 habitants et à manger du chabichou. Ils auraient vraiment dû gagner, mais ils ont pris une raclée. Dès que le PS se présente, il se prend une baffe géante. Alors on flie. Alors on flie. Alors on flie. Alors on flie. Alors messieurs, pour un bilan de ces caricatures, c'est quand même très sévère, ce portrait qui est fait de... Non, ça moins, mais vous, un côté naïf, enfantin, neuneux et ce fameux... Oui, non mais on y croit. C'est-à-dire que qui est naïf, je sais pas. Mais oui, c'est ça. Je plaisante, oui. Mais non, mais c'est vrai que quand il est arrivé à la télévision en disant pour Luc Cahuzac, je me sens blessé, meurtri. On avait envie de rajouter, il m'avait rien dit. C'est vrai, c'est complètement les premiers à l'avoir caricaturé, ce sont ses copains du Parti Socialiste en même temps. C'est d'abord à cette époque-là. On va pas rappeler les phrases, mais Bruno Gassion, est-ce que les humoristes sont vraiment arrivés à percer sa personnalité, à rentrer dans le personnage? Nous, on l'a raté. Moi, à mon époque, quand j'étais au Guignol, on l'a complètement raté. Parce qu'on était sur quelqu'un de mou, alors que c'est quelqu'un de consensuel. Donc c'est pas forcément mou, un consensuel. Et en plus, on le faisait passer pour une espèce de naïf qu'il n'est pas du tout. Il a réussi à maintenir un équilibre pendant 10 ans au Parti Socialiste. À un moment, malheureusement, à un moment, le pouvoir, il faut s'en servir. Et à un moment, il faut trancher. Alors, on est de gauche, on est de droite, on fait une politique ou une autre, mais il faut y aller. Et le collectif Roosevelt, nous, on n'est pas là pour lui dire il faut faire autre chose. On est là pour dire on va t'aider. Parce que, à mon avis, t'as pas le courage. Donc, on va
te mordre le mollet, et on a quelques actions de prévues pour continuer à mordre le mollet. C'est pas forcément une politique de droite ou de gauche, à mon avis. Aujourd'hui, actuellement, en 2013, en France, je me demande si c'est la question, c'est pas la question du volontarisme ou la question de l'immobilisme. C'est autre chose. C'est ce que dit aussi Bayrou, mais tous nos invités ça peut se raccrocher à ce que... Pendant cette édition spéciale, ont dressé le bilan, et vous-même, de l'an 1 de la présidence Hollande. Mais l'histoire nous apprend à relativiser nos commentaires, nous enseigne la prudence. Tout sera vite balayé, et finalement, dans un an, on se retrouve. Prochain anniversaire, on dira complètement autre chose, peut-être. En mieux ou en pire? Ouais, si. Bon. Rendez-vous est pris alors. Le cap des 2 ans chez les socialistes, généralement, c'est un vrai tournant, et c'est jamais un tournant à gauche. C'est toujours un tournant. Nous en parler. L'année 2013 est annoncée comme très mauvaise. Heureusement, les Français pourront continuer à faire souffrir leurs dirigeants. Merci Bruno Gassio, Alain Gérard Slama, Jean Garrigue, Gérald Dan. Il y a des canulars à venir bientôt, téléphoniques. Il y en a un chouette là. Là, il y en a un chouette, ouais. Bon. Avec Devedjian et Guéant, ouais. En ce moment. À découvrir. Merci. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Avec plaisir, bien sûr.